Et si, pour la première fois, la vérité valait plus que l'or? En octobre 2025, une scène inattendue secoue un sommet international. Un chercheur lève le voile sur une carte ancienne, preuve irréfutable d'un pillage méthodique des ressources africaines à travers les siècles. L'Assemblée retient son souffle. Ce document, oublié au fond des archives, expose crûment une histoire longtemps étouffée. Le silence se brise lorsque le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso prend la parole. Devant l'assistance, il exige publiquement le retour de l'or extrait et emporté sans aucun consentement de son peuple. Cette déclaration n'a rien d'un symbole. Pour la première fois, un chef d'État africain réclame, preuve en main, la restitution de richesses disparues au fil des siècles et des frontières. La stupeur gagne les grandes puissances. À Washington, la demande provoque un choc diplomatique et déclenche une réaction en chaîne jusqu'au siège des Nations Unies. Un débat inédit s'ouvre alors. L'histoire peut-elle être réécrite par la restitution? Un peuple spolié peut-il vraiment obtenir justice, non seulement pour ses trésors, mais pour sa mémoire? Ce moment charnière dépasse la question de l'or. Refuser d'agir, c'est condamner une nouvelle génération à l'oubli et au maintien d'un déséquilibre hérité. Saisir cette opportunité, c'est redéfinir la justice mondiale et affirmer une souveraineté retrouvée, pour l'Afrique, mais aussi pour tous les peuples privés de leur histoire. La déclaration du président Traoré ne tarde pas à faire le tour du globe. Désormais, chaque acteur doit choisir son camp, défendre l'ordre établi ou affronter les fantômes du passé. L'histoire n'est jamais figée. Elle se lit, se réécrit et se revendique, surtout quand elle concerne la mémoire d'un continent longtemps réduit au silence. Pour saisir la portée des revendications actuelles en Afrique, il faut d'abord dérouler le fil du passé. Dès le XVIIIe siècle, des cartes révélaient déjà une réalité troublante. Des réseaux sophistiqués d'extraction sillonnaient le continent, bien avant la domination européenne. Ces routes reliaient mines, fleuves et ports, traçant la première architecture du pillage, souvent effacée des récits officiels. Le véritable basculement se produit sous la guerre froide. À cette époque, des entreprises américaines majeures, appuyées par les puissances occidentales, exploitent légalement les ressources africaines. La légalité, selon les règles d'alors, n'impliquait qu'un accord formel. Concessions signées, profits partagés, mais toujours au détriment du continent. L'or, le cuivre ou l'uranium partaient vers l'étranger, tandis que la promesse de développement restait vide pour la grande majorité des Africains. Ce qui fut légal hier devient aujourd'hui l'objet d'un vif débat politique. Une nouvelle génération de dirigeants africains, animés par un désir de souveraineté et de justice, conteste ces contrats historiques. Pourquoi des richesses immenses ont-elles été extraites sans consentement réel, sans bénéfice pour les peuples? Ces interrogations dérangent, car elles secouent les fondations de la relation entre l'Afrique et le reste du monde. Ignorer ce passé, c'est accepter la répétition des mêmes injustices. C'est tourner le dos à la possibilité de réécrire les règles, de réparer l'offense et de redonner à un continent sa dignité et sa voix. Mais en octobre 2025, tout bascule. Un geste inattendu du Burkina Faso va ouvrir une brèche dans l'ordre établi. Quand l'exigence de justice secoue les fondations du pouvoir. Sous la houlette du président Traoré, le Burkina Faso franchit un cap historique. Une requête formelle est déposée à l'Organisation des Nations Unies. Il s'agit d'exiger une enquête sur l'or africain exporté sans consentement entre 1950 et 1975. Cette fois, le pays ne reste pas isolé. Traoré invite le Mali, le Ghana et le Libéria à former une coalition inédite, transformant une plainte nationale en une offensive continentale. Face à cette fronde, les puissances occidentales s'activent pour contenir la vague. Les États-Unis et l'Europe tentent de minimiser la portée du dossier. Ils parlent d'affaires du passé, évoquent un contexte révolu. Mais, sur le continent africain et dans le sud global, un mot d'ordre se propage, justice pour l'or africain. La pression monte, l'indignation devient virale. Tout bascule lorsque des archives confidentielles fuitent dans la presse. On découvre alors des documents internes datant de la guerre froide, détaillant la manipulation des ressources africaines à des fins géopolitiques.
Les preuves affluent. Contrats contraignants, transferts massifs de richesses, stratégie pour affaiblir la souveraineté africaine. Le scandale n'est plus une rumeur, c'est désormais une certitude historique. Pour répondre à l'ampleur du crime, une idée radicale émerge. La création d'un tribunal international chargé d'enquêter sur chaque extraction forcée. Objectif: révéler la vérité, désigner les responsables, ouvrir la porte à des réparations. Sur les réseaux sociaux, le hashtag « poids volé » embrase les débats, symbole d'une mémoire retrouvée. Les grandes puissances ripostent sans attendre. Menaces de sanctions, chantages économiques, pression sur les alliés africains. Chaque avancée expose la coalition à l'isolement. Mais la fissure s'élargit. En Asie, en Amérique latine et même dans les sociétés civiles occidentales, des voix s'élèvent pour soutenir la cause africaine. Le débat déborde les chancelleries, s'invite dans la rue et sur les campus universitaires. Derrière la bataille diplomatique, une question brûlante demeure. Ce soulèvement peut-il vraiment faire vaciller l'ordre mondial et réécrire l'histoire? Ou sera-t-il étouffé par la force des intérêts établis? Au cœur de la tempête, Traoré et ses alliés doivent décider s'ils franchissent la ligne rouge. Un choix qui pourrait tout bouleverser ou tout leur coûter. Et si le véritable pouvoir, c'était de reprendre la plume et d'imposer ses propres termes à l'histoire? Depuis que le Burkina Faso a lancé son initiative, le monde a réagi avec une rapidité fébrile. Les grandes puissances, craignant la contagion, redoublent de pression diplomatique et économique. Les relations commerciales s'enveniment, des accords d'investissement sont gelés, et les aides deviennent des instruments de chantage, conditionnés à un retour à l'ancien ordre. Mais chaque menace ne fait que souder davantage les peuples et leurs dirigeants. Face à cet isolement voulu, une solidarité nouvelle émerge entre les nations du Sud. En l'espace de quelques semaines, le Mali, le Ghana, le Libéria, puis le Brésil et l'Indonésie rejoignent la lutte. En Amérique latine, d'immenses cortèges exigent réparation pour des décennies d'extraction, tandis qu'en Asie, des voix s'élèvent pour dénoncer des contrats légués par la colonisation. Un front inédit se dresse, partout, d'anciennes colonies affirment que la mémoire collective a la même valeur que les richesses du sous-sol. Dans cette effervescence, une avancée décisive surgit, la création d'archives numériques ouvertes. Un réseau international d'historiens et de juristes met en ligne des plateformes où chaque extraction contestée est répertoriée. Documents, témoignages, contrats centenaires deviennent accessibles à tous, permettant de retracer l'histoire des richesses déplacées. Pour la première fois, les récits locaux sont visibles à l'échelle mondiale, brisant le monopole des archives occidentales et bouleversant la souveraineté mémorielle. Le débat s'enflamme dans les institutions internationales. Des juristes contestent la validité des contrats signés sous contrainte coloniale, certains plaidant pour leur annulation rétroactive. Universitaires de Paris à São Paulo, de Johannesburg à Hanoï, s'accordent. L'histoire ne peut plus être écrite uniquement par les vainqueurs. Pour la jeunesse, il ne s'agit plus seulement de réparation financière, mais bien de restaurer une vérité et une dignité volées. Mais le danger plane. Renoncer, c'est laisser le champ libre au révisionnisme, condamner les peuples à revivre les mêmes injustices, génération après génération. À chaque recul, le récit des puissants menace de redevenir la norme, comme une fatalité que nul n'ose défier. La grande question demeure. Ce réveil planétaire peut-il transformer concrètement la vie des peuples, des villages du Sahel, jusqu'aux métropoles de l'Atlantique Sud? Les réponses ne tarderont pas à émerger, portées par une jeunesse qui refuse l'oubli. Une première victoire ou un premier revers pourrait tout décider. Changer le monde commence par refuser le silence. Quand la mémoire est en jeu, chaque voix compte, chaque action laisse une empreinte. La restitution ne relève pas uniquement de l'État, c'est l'affaire de toutes et tous. À Ouagadougou, à Paris, à New York, des campagnes citoyennes se sont multipliées. Dans la rue et sur les réseaux, la diaspora africaine, forte de plusieurs millions de membres, a uni ses efforts. Artistes, écrivaines, musiciens, intellectuels. Tous ont transformé la demande de justice en une vague culturelle, impossible à ignorer. L'élan ne s'est pas arrêté là. Dans les lycées, les universités, jusque dans les villages,
des ateliers ont surgi. On y apprend comment les spoliations d'hier ont bâti les dépendances d'aujourd'hui. Comprendre ces mécanismes, c'est déjà commencer à les défier. Les archives, jadis enfermées dans des coffres étatiques, changent de rôle. Désormais, elles sont rendues publiques sur des plateformes numériques. Chacune et chacun peut y accéder, enquêter, réclamer justice. La transparence devient l'arme du peuple contre l'opacité des multinationales et des gouvernements. Au cœur de ce mouvement, la voix d'Ibrahim Traoré porte loin. Il ne s'agit pas de mendier la pitié, mais de revendiquer un droit. Droit à la vérité, droit à la mémoire, droit pour les générations futures de connaître, de comprendre, d'avoir le choix de leur destin. Mais le temps presse. Si ce moment se dissipe, la mémoire restera confisquée, l'avenir sera écrit sans les concerner. Ce serait accepter que l'histoire ne bouge pas, que l'injustice perdure, et que la dignité collective soit à nouveau sacrifiée. Regarder ne suffit pas, attendre non plus. Chacune et chacun peut agir, enseigner, créer, partager les récits oubliés, soutenir les plateformes libres. L'histoire ne s'écrit pas seule, elle s'écrit ensemble, geste après geste. Pourtant, à mesure que la mobilisation grandit, de nouveaux obstacles surgissent. Les adversaires de la restitution affûtent leurs armes et cherchent à diviser le mouvement. La carte du monde n'est plus figée sur le papier. Elle s'écrit désormais dans la mémoire collective à mesure que chaque nation revendique le droit de se raconter. L'initiative lancée par le Burkina Faso ne se résume pas à une demande de lingots ou à des chiffres déplacés entre des comptes lointains. Elle ouvre une nouvelle bataille, celle de la souveraineté narrative, du pouvoir d'imposer sa propre version de l'histoire sur la scène internationale. La victoire ne se pèse pas en tonnes d'or rapatriées, ni en contrats réécrits. Elle réside dans la capacité à briser le silence, à transformer l'humiliation héritée en force, à exiger reconnaissance et respect pour une mémoire partagée. Aujourd'hui, la réputation des nations ne dépend plus seulement des traités anciens. Chaque peuple fait face à un choix, défendre sa souveraineté ou laisser d'autres écrire son histoire à sa place. Ce qui se joue ici, c'est la dignité collective, l'avenir des générations futures et la place de l'Afrique dans le nouvel ordre mondial. Refuser d'agir, c'est accepter que le déséquilibre de plusieurs siècles se perpétue. Prendre la parole, réclamer justice, c'est redéfinir les règles, rappeler que la mémoire n'est ni une propriété à piller, ni une marchandise, mais un bien commun à honorer. Le mouvement né au Burkina Faso montre que la justice historique ne s'arrête pas à la restitution matérielle. Il s'agit d'imaginer un futur où chaque nation, chaque citoyen, refuse de détourner le regard, ose réclamer sa part d'histoire, sa vérité, son droit à être entendu. C'est maintenant à chacun de s'informer, de questionner, d'agir. Car la carte du monde de demain se dessine dans nos actes d'aujourd'hui.